Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Alors que cette journée de mardi a été marquée par une percée spectaculaire des troupes russes dans le Donbass, Donald Trump souffle le chaud et le froid avant sa rencontre avec Vladimir Poutine. Et les Européens, Volodymyr Zelensky, ont de quoi s'inquiéter effectivement des derniers propos du président américain. Il se dit un petit peu contrarié. Écoutez-le. J'étais un peu contrarié par le fait que Zelensky dise « Eh bien, je dois obtenir l'approbation constitutionnelle ». Je veux dire, il a l'autorisation de faire la guerre et de tuer tout le monde, mais il a besoin d'une autorisation pour procéder à un échange de territoire, car il y aura des échanges de territoire, je le sais, grâce à la Russie et à des conversations avec tout le monde. On a le sentiment, Elliot Maman, que Volodymyr Zelensky n'aura pas trop le choix, finalement. Oui, ça reste en effet à voir de toute évidence, et alors même que le doute était encore permis jusqu'à la fin de ce week-end, il ne sera en tout cas pas inclus à la rencontre en Alaska ce vendredi. Donald Trump a plus ou moins confirmé qu'il pourrait avoir une nouvelle réunion, alors soit en bilatéral avec Zelensky pour ensuite lui présenter les choses qu'il aura pu négocier avec Poutine en amont, soit même pourrait-il, selon certaines sources qui sont plus ou moins affirmatives quant à ce qu'elles avancent, pourrait-il organiser une rencontre entre lui, Poutine et Zelensky dans un pays qui ne reconnaîtrait donc pas la CPI et qui ne serait peut-être pas les États-Unis. Mais c'est tout de même une méthode de faire assez particulière. D'abord parce qu'on voit bien que Donald Trump a été assez inconsistant dans l'intégralité de ses déclarations sur le conflit depuis qu'il a débuté, dans le sens où il a régulièrement changé de position. On se rappelle tout de même qu'il a fait une campagne qui semblait plutôt soumettre l'idée selon laquelle il parviendrait à mettre fin à cette guerre très rapidement parce que de toute évidence, selon lui, Zelensky était plutôt celui qui souhaitait la guerre. Il a soudainement été déçu par Poutine. Donc il y a eu beaucoup de retournements dans les positions du président américain et quand même peut-être un mot. C'est tout de même un tournant majeur par rapport notamment à ce qui avait été acquis après l'acte d'Helsinki dans les années 70 où les deux superpuissances de l'époque, l'URSS et les États-Unis, s'étaient mis d'accord quant au fait que jamais aucun traité de droit international n'entérinerait la reconnaissance d'un territoire qui a été conquis par la force. En l'occurrence, on est tout de même dans le cas d'une guerre depuis 2022 qui consiste précisément à prendre des territoires par la force et le président américain pourrait estimer qu'il est l'autorité qui irait réguler l'acquisition de ces territoires par les différents pays en conflit. Et donc c'est quand même, quoi qu'on en pense, un conflit, un tournant assez majeur dans la représentation des équilibres mondiaux. Alors tournant, il y en a eu peut-être aujourd'hui avec cette percée spectaculaire, peut-être la plus importante depuis le début de la guerre de la part des troupes russes. Régis Le Sommier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé et nous dire aussi en quoi cela, à la veille de ces négociations, est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine? Alors oui, très mauvaise nouvelle. Situation catastrophique dans la zone de Pokrovsk, en fait au nord-est de Pokrovsk, près de la ville de Dobropilia, où une percée russe a réussi ces 2 jours derniers, c'est-à-dire à franchir les dernières défenses ukrainiennes dans le Donbass et à couper une autoroute majeure de ravitaillement de Kramatorsk. Kramatorsk étant, on va dire la principale place forte des Ukrainiens dans cette zone du Donbass. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était en gestation depuis un petit moment. On a observé que l'armée russe, depuis 2022, s'est transformée véritablement. Alors évidemment, il y a eu la montée en puissance des drones, d'abord côté ukrainien. Les Ukrainiens ont été pionniers dans l'utilisation de cette arme et le changement que ça a induit sur le champ de bataille, c'est-à-dire plus de possibilités ou quasiment plus pour les véhicules blindés de circuler ou d'être opérationnels à cause des drones au risque de se faire immédiatement repérer et détruit. Donc ça veut dire que les deux armées se sont atomisées quelque part. Les grands rassemblements d'infanterie, c'est terminé. Les groupes qui opèrent sur le front, opèrent pour des périodes beaucoup plus longues qu'avant, parce que pour faire des rotations, ça veut dire faire des mouvements et ça veut dire être repéré par les drones et évidemment détruit ou tué. Et surtout, et là les Russes ont adopté ont été extrêmement performants pour utiliser des véhicules beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'ils sont passés du blindé au pick-up, du pick-up à la moto ou au quad, et aujourd'hui on a même vu des opérations qui ont été lancées avec des trottinettes électriques, c'est-à-dire qu'on utilise tout ce qui est mobile, très rapide, de façon à pouvoir se
camoufler dans les bois, parce qu'une fois qu'on est dans les bois, le drone ne peut plus suivre. Et donc, on est dans une situation où les Russes ont repéré des points faibles sur les défenses ukrainiennes, notamment après avoir avancé méthodiquement. Ils ont repéré ces points faibles, et ces points faibles, c'est là l'autre grand problème que rencontre l'Ukraine depuis 6 mois, 1 an, le problème d'effectifs, c'est-à-dire qu'elle n'a plus assez de troupes, elle n'a plus de troupes de réserve, et elle n'a plus assez de troupes pour pouvoir colmater les brèches de ce front qui est en train de se fissurer. Aujourd'hui, elle est en train l'Ukraine envoie des régiments d'élite, en particulier la première brigade Azov, mais ça ne suffira pas, ce mode pompier ne suffira pas à colmater et à empêcher l'arrivée des Russes qui sont en train, quelque part, de grignoter ce qu'ils revendiquent. Et c'est très intéressant pour Poutine d'arriver dans une négociation où Trump lui dit, eh bien, il va y avoir des échanges de territoire, en disant, oui, tout ce qui est pris n'est plus à prendre pour Poutine, et il peut très bien dire, oui, regardez, de toute façon, on va prendre cette zone, donc négocions et reconnaissons que nous avons saisi, en l'occurrence, l'intégralité de l'oblast de Donetsk, c'est ce que revendique Poutine, de la totalité du Donbass. D'ailleurs, ça a fuité au Wall Street Journal, c'est-à-dire que les États-Unis seraient prêts à reconnaître que les Russes conservent l'intégralité du Donbass, en échange peut-être de territoires conquis par les Russes sur 2 oblasts au nord, celui de Soumy et celui de Kharkov, où les Russes ont gagné des terres. Donc il y aura ces échanges de territoires. Il y a la question de la Crimée aussi et de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la Crimée. Ça c'est une des revendications des Russes. Mais c'est évident que là, avec cette percée majeure, faut quand même préciser que les forces russes, et particulièrement les fantassins très mobiles, ont réussi à contourner les défenses ukrainiennes, ont réussi à les éviter, sont allés très loin dans la profondeur, ont consolidé leur position, parce que c'est bien d'avancer et de faire une percée, mais il faut pouvoir consolider, et là, véritablement, c'est 18 kilomètres qu'ils ont fait d'un coup en quasiment 2 jours. Est-ce que vous avez le sentiment que Vladimir Poutine a atteint une partie de ses objectifs de guerre ? De toute évidence, il ne les a pas totalement remplis, mais il reste à voir encore ce qui sera traité comme question administrative dans un éventuel accord qui pourrait mettre fin au conflit, parce que son objectif, on a beaucoup rappelé, vous savez, sa phrase selon laquelle la chute de l'URSS était l'un des événements les plus tragiques de l'histoire. Son objectif était plutôt de réunir l'Ukraine, non pas dans la Fédération de Russie directement, mais qui pourrait être une espèce de Biélorussie bis, une espèce de zone tampon qui serait totalement neutre d'engagements internationaux, alors que l'Ukraine... On en est encore loin. Absolument, et l'Ukraine, l'une de ses ambitions depuis longtemps est de pouvoir rejoindre le camp atlantiste. Toute la question est de savoir dans quelle mesure Donald Trump mettra une fin définitive à cette ambition ukrainienne ou non. Et là, on pourra dès lors décider si oui ou non Vladimir Poutine est véritablement parvenu à ses objectifs, outre sa volonté de réunir en effet très directement, d'avoir une souveraineté directe sur un certain nombre de régions du Sud, où il estime qu'il y a une espèce de russophilie qui s'exprimerait dans ces régions-là et qui légitimerait leur attachement à la Russie, point sur lequel d'ailleurs un certain nombre de données peuvent le contredire. Mais simplement, j'ai peut-être une question pour Régis Le Sommier. J'ai tout de même l'impression que même la volonté selon laquelle l'Ukraine pourrait concéder à rétrocéder, enfin pas du tout à rétrocéder, mais du moins à abandonner des régions au sud est plus ou moins asymétrique, parce que on dit la Russie va se retirer des régions où ils ont une prise au nord, mais au nord ils ont une part très marginale, par exemple de la région de Kharkiv, alors même que au sud ils détiennent environ 70% du territoire. Donc en réalité, ce serait pas tant un accord qu'une espèce de gel des positions actuelles. Donc l'Ukraine ne gagnerait rien dans une circonstance comme celle-ci. L'Ukraine est perdant, mais c'est le sort des armes. Hélas, on a eu beau se porter au chevet de l'Ukraine, saluer sa performance militaire, sa résistance incroyable qu'on n'attendait pas du tout. Au départ, on pensait que les Russes, envahissant l'Ukraine, allaient faire tomber Kiev. Et d'ailleurs, Trump est revenu là-dessus. Il a dit, il y a un général il aurait pris l'autoroute, il serait arrivé en 4 heures à Kiev, mais il a décidé de passer par les chemins et les campagnes. Et du coup, il explique,
Trump le dit ça. Alors les Russes effectivement ont très mal démarré cette guerre. Il y avait 3 commandements, il y avait des cartes d'état-major qui dataient de Mathusalem. Certains commandants disaient on est arrivé, il y avait marqué une forêt sur la carte, on s'est aperçu qu'il y avait une ville. Voilà, c'est des choses aussi graves que ça, et les Ukrainiens ont été héroïques, et il faut saluer cette résistance qui a sans doute forgé encore plus significativement la nation ukrainienne, de la même façon que les guerres forgent les nations, et donc de ce point de vue-là, on peut pas dire que l'Ukraine est défaite, mais il est clair que, au vu de ce que je vous ai décrit sur la percée des Russes, si ça ne s'arrête pas, l'Ukraine va pas inventer des hommes, on va pas nous envoyer des troupes, à part Emmanuel Macron qui dans quelques illusions s'est imaginé pouvoir déployer des troupes. On n'a pas les troupes nécessaires, même si l'armement on peut le fournir. Les troupes de maintien de la paix. Voilà, et en plus troupes de maintien de la paix. Donc là, il faut des troupes pour tenir les tranchées. Là, il faut des troupes pour tenir les fortifications défensives. Jusqu'à présent, les Ukrainiens avaient pallié grâce à un rideau de drones en défense qui était très très efficace. Aujourd'hui, les Russes, en termes de production de drones, sont passés devant, et en termes de leur utilisation également. Donc, on est dans une phase critique qui fait que si la guerre ne s'arrête pas, dans 6 mois, l'Ukraine pourrait perdre encore davantage, avec en plus en corollaire des problèmes politiques internes, des contestations sur le leadership de Zelensky, etc.